Bonjour à tous, bienvenue en ce samedi matin dans votre matinale week-end avec toute l'équipe bien sûr. Et ce matin, il y a un chiffre à retenir. Regardez, oui, c'est le 15. Pas mal, ils sont beaux vos 15. Vous savez, je vais vous mettre une note. Je vais vous mettre 15 sur 20. Voilà, vous n'aurez pas plus aujourd'hui. Vous l'avez compris, LCI a changé de canal. Ah, c'est pas mal. Mathieu Kerman, vous êtes vraiment un lèche-botte. Hein, il a quand même mis ma tête sous le 15. Mais c'est pas mal, vous serez remerciés. Allez, je vous mets une petite note au-dessus. Mais non, vous allez rester au 15. Parce que oui, LCI a changé de canal, le canal 15. Mais nous n'avons pas changé. Heureusement pour vous, rassurez-vous. L'équipe est toujours là. L'actualité. On est plus beau, non ? Qui nous motive. On est peut-être un petit peu plus beau, c'est vrai, sur le canal 15. Regardez, en tout cas, vos unes de presse ce matin. On en parlera dans le journal de Mathieu Kerman. Le Figaro, notamment, qui titre bien sûr sur le clash entre Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk peut-il faire tomber Donald Trump? On en parlera tout au long de la matinée. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est cet article ici et cette annonce. Le Conseil d'orientation des retraites qui propose une mesure choc pour sauver notre système. La retraite a décalé l'âge de retraite jusqu'à 66 ans et demi. Alors ce, en 2070. J'espère pour nous qu'on sera tous en retraite en 2070, les amis. Mais on en parlera et on parlera de ses conséquences, notamment avec Catherine André, voir si c'est une bonne solution, si c'est possible pour sauver notre système de retraite. Ce sera tout au long de la matinée. Et puis Coralie Dioum, qui a encore pris 15 cm dans la nuit. Ben oui, voilà, toujours. Qu'est-ce qu'on nous annonce ce matin? Combien de degrés à Paris aujourd'hui? 15 degrés ce matin. Incroyable, c'est formidable. C'est tout ce que vous avez à nous dire? C'est tout, au revoir. Voilà, les détails de la météo. Un temps perturbé, mais un peu de patience, le soleil va revenir. Voilà, et vous n'êtes pas perturbé, vous êtes bien sur la 15 et c'est sur LCI. 15 degrés donc à Paris, c'est ça? 15 degrés à Paris ce matin, en effet, Anne-Chloé, sous un temps perturbé aujourd'hui. Un peu de patience, hein, c'est instable, c'est nuageux, c'est pluvieux, des averses au programme, mais ça va s'améliorer. La semaine à venir va être très ensoleillée. Alors on a un ciel chargé ce matin, de la Manche jusqu'au Nord-Pas-de-Calais avec de la pluie, un ciel bien nuageux également du sud-ouest du Pays Basque jusqu'au Massif central. Ailleurs, c'est un ciel plus variable, donc une alternance entre passages nuageux, des éclaircies, mais également des averses. Toujours ce risque orageux vers Auvergne-Rhône-Alpes, mais c'est la fin de cette séquence orageuse, ça va s'améliorer. Et puis ce soleil déjà présent en Méditerranée ce matin. Cet après-midi, ça va s'instabiliser davantage dans le nord du pays, de la Bretagne, de la Normandie, jusqu'aux Hauts-de-France, avec donc ce risque d'averses orageuses en passant par l'Île-de-France. Ailleurs, toujours ce ciel variable au rendez-vous et ce soleil qui va se faire de plus en plus généreux autour de la Grande Bleue. Les températures ce matin plutôt douces, 15 degrés comme on l'a dit, à Paris, 19 degrés du côté de Perpignan. Et cet après-midi, eh bien, des températures très contrastées entre une petite fraîcheur en bord de Manche sous les nuages et les averses, 17-18 degrés, mais 28 degrés sous le soleil méditerranéen. La suite, elle vaut le coup d'œil, la suite. Regardez ce soleil à partir de demain. Retour de conditions beaucoup plus sèches, beaucoup plus lumineuses. Et ensuite, eh bien, ça va s'améliorer. Des conditions anticycloniques toute la semaine. Soleil et chaleur au rendez-vous. Regardez un petit peu les températures attendues mercredi, par exemple. 29 degrés en moyenne pour la moitié nord, 31 degrés pour la moitié sud. Il est bientôt 6h, bienvenue si vous nous rejoignez. Canal 15 pour LCI, la matinale du week-end et le journal avec Mathieu Kerman. À la une de l'actualité, je vous en parlais il y a quelques minutes, cette proposition choc du Conseil d'orientation des retraites pour sauver notre système. Il propose de reculer l'âge de départ à 66 ans et demi. Le corps rappelle que le déficit ne cessera de s'aggraver si des mesures ne sont pas prises. Toutes les explications dans ce journal. Dans l'actualité aussi, des entreprises françaises vont produire des drones en Ukraine. Annonce du ministre des Armées sur notre antenne hier soir. Un partenariat inédit avec des entreprises de l'automobile et de la défense pour aider l'armée ukrainienne. Des drones dont l'armée française pourra également bénéficier. Et puis nous irons aux États-Unis dans ce journal après la passe d'armes des derniers jours entre Elon Musk et Donald Trump. Nous nous poserons cette question. Le patron de Tesla et de SpaceX souhaite-t-il faire chuter le président américain? Donald Trump explique lui qu'il ne pense pas et il ne pense plus à son ancien ami.
Faut-il travailler jusqu'à près de 67 ans pour équilibrer les comptes du système de nos retraites? C'est un rapport choc du Conseil d'orientation des retraites. Il préconise 4 pistes, dont celle de reculer l'âge de départ à la retraite à 66 ans et demi en 2070. S'il n'y a pas d'autres réformes d'ici là, le corps appelle aussi à une hausse des contributions des retraites, que ce soit pour les salariés et les employeurs. Alors est-ce réalisable? Élément de réponse avec Suzy Bernard-Ménégus et Raphaël Redon. Jeudi, les Français étaient dans la rue pour manifester contre la réforme des retraites et le recul de l'âge de départ. Hier, le Conseil d'orientation des retraites tirait la sonnette d'alarme dans son dernier rapport. Pour équilibrer le système de retraite chaque année, il serait nécessaire de porter l'âge de départ à 64,3 ans en 2030, 65,9 ans en 2045 et 66,5 ans en 2070. En clair, pour rendre viable la dernière réforme des retraites, il est impératif que les actifs travaillent plus longtemps pour augmenter les recettes publiques. Ce rapport intervient à 10 jours de la fin des discussions entre partenaires sociaux, patronat et gouvernement. Pour Olivier Faure, tout juste réélu premier secrétaire du Parti socialiste, travailler jusqu'à 66 ans est intenable, surtout si l'on perd son emploi. Et après 50 ans, c'est déjà difficile. 55 ans, c'est déjà très compliqué. Après 60 ans, pour retrouver un travail, c'est quasiment impossible. Donc vous allez en réalité avoir des gens qui attendront l'âge de la retraite, mais qui attendront au RSA. Une mesure évitable si d'autres mesures de redressement des comptes publics sont mises en place. Cette semaine, les députés ont voté à titre symbolique et à la majorité plaidé en faveur d'une abrogation de la réforme des retraites. Et puis toujours dans l'actualité politique, l'Assemblée nationale a voté en faveur du versement des allocations familiales et ce dès le premier enfant à charge. Un vote contre l'avis du gouvernement et d'une majorité du bloc central. Le coût de cette mesure est estimé à 3 milliards d'euros supplémentaires par an. La mesure devra être validée devant le Sénat. Un homme a été placé en hôpital psychiatrique après avoir agressé un rabbin hier. Les faits se sont déroulés à Neuilly-sur-Seine, en banlieue parisienne. C'est la deuxième fois en une semaine. Gaza, écoutez. Je suis assis à la terrasse d'un café avec une personne avec qui j'avais rendez-vous et puis d'un seul coup je reçois un coup sur la tête. Je me suis demandé si c'est pas quelque chose qui était tombé du toit. Je me retrouve par terre, un coup vraiment violent et puis j'entends des personnes qui disent arrêtez-le, arrêtez-le. Donc je comprends qu'il y a une agression. Bravo pour les personnes qui ont eu le courage. Vraiment je les félicite parce que c'est rare et il faut le souligner et qui ont ramené très rapidement la personne qui avait pris une chaise, faut croire. Enfin pas faut croire, qui a pris une chaise et qui m'a donné un coup extrêmement violent sur la tête. Et puis c'est un partenariat inédit. Des entreprises françaises vont produire des drones sur le sol ukrainien. Annonce du ministre des Armées Sébastien Lecornu hier soir sur notre antenne. Ces drones seront destinés aux Ukrainiens, à l'armée, mais aussi aux armées françaises. Écoutez Sébastien Lecornu, interrogé hier soir par Margot Haddad sur LCI. On va se lancer dans un partenariat complètement inédit où une grande entreprise produisant des voitures françaises, je ne donne pas le nom parce que c'est à elle de l'annoncer, mais va s'allier avec une PME de défense française et sur laquelle nous allons armer des lignes de production en Ukraine pour être capable de produire des drones non seulement pour les Ukrainiens, mais également nous allons aussi en faire bénéficier nos propres armées françaises pour avoir en permanence un entraînement tactique opératif qui colle à la réalité de cette ligne de front, y compris en matière de guerre électronique, en matière de distance, en matière de missions téléopérées, en matière d'imagerie, autant de sujets évidemment qui sont très précieux. Et cette annonce intervient alors que des frappes d'une ampleur inédite ont fait un mort à Kharkiv cette nuit et plus de 7 blessés. La Russie qualifie désormais la guerre en Ukraine de conflit existentiel. L'armée russe a d'ailleurs riposté en Ukraine après les récentes attaques de Kiev sur le territoire russe. Arnaud Delataille. Après de nouvelles frappes sur l'Ukraine ce vendredi, qualifiées de riposte à de récentes attaques ukrainiennes d'ampleur selon Moscou, le Kremlin continue de justifier la guerre qu'il mène. Pour nous, c'est une question existentielle, celle de nos intérêts nationaux, de la sécurité, de notre avenir et de celui de nos enfants. Une nouvelle déclaration, signe de l'intransigeance de la Russie, mais surtout une justification maintes fois entendue sans fondement. C'est un discours paranoïaque assez classique en réalité, en Russie, en Union soviétique auparavant, qui justifie encore une fois plein de choses, qui justifie surveillance interne, qui justifie la mobilisation des forces, de la société, la guerre, donc tout simplement, mais qui en réalité repose sur rien. Tandis que les exigences des deux camps semblent inconciliables, ces frappes
interviennent à un moment où les négociations de paix sont dans l'impasse, après un deuxième cycle de pourparlers directs entre Russes et Ukrainiens à Istanbul ce lundi, qui n'ont pas abouti à un cessez-le-feu. Aux États-Unis, Elon Musk veut-il et peut-il faire tomber le président américain Donald Trump? Le divorce est bel et bien consommé entre Elon Musk et Donald Trump. L'homme le plus puissant du monde et l'homme le plus riche de la planète ne cessent de s'invectiver sur les réseaux sociaux. Ce qui nous amène à cette question: comment les deux hommes qui paraissaient si soudés il y a quelques semaines encore peuvent-ils se déchirer ainsi en public? Élément de réponse avec Emma Chala et Camille Souhaut. Jusqu'où pourrait aller l'escalade entre Elon Musk et Donald Trump? Lorsqu'ils sont interrogés, les officiels américains préfèrent éviter la question. Écoutez, je ne vais pas m'engager dans ces allers-retours. Je ne pense pas que le peuple américain se soucie beaucoup des guerres sur Twitter. Au cours d'un violent échange d'invectives jeudi, Elon Musk a notamment accusé Donald Trump d'être impliqué dans l'affaire Epstein. Les deux hommes ne semblent pas prêts à se réconcilier. Hier, le chef d'État a même refusé la proposition d'Elon Musk de s'entretenir par téléphone. Honnêtement, je suis tellement occupé à travailler sur la Chine, à travailler sur la Russie, à travailler sur l'Iran, à travailler sur autant de... Je ne pense pas à Elon. Le patron de SpaceX et Tesla pourrait-il aller jusqu'à faire tomber le président américain? C'est peu probable. Une destitution aux États-Unis, ça passe par le Congrès. Mais voilà, si Elon Musk il a des preuves de l'implication de Donald Trump dans l'affaire dite Epstein, ce milliardaire qui organisait des espèces d'orgies avec des mineurs, ce serait effectivement très très dommageable. Signe d'une potentielle inquiétude, hier, Donald Trump a quitté la Maison-Blanche sans un mot, loin du show habituel, d'habitude réservé aux journalistes. Et sur l'autoroute, cela peut-être vous arrive de prendre des photos ou des vidéos d'accidents, ce qui crée d'ailleurs d'énormes embouteillages. Eh bien, les forces de l'ordre ont décidé de sévir. Et oui, des conducteurs ont été sanctionnés pour avoir utilisé leur téléphone portable. Du tennis, était-ce la dernière fois que l'on voyait Novak Djokovic sur le court central de Roland-Garros? Le Serbe, vainqueur de 100 titres en carrière, 24 en Grand Chelem, a été battu en demi-finale par l'inarrêtable Yannick Sinner en 3 manches, 6-4, 7-5, 7-6, 3h16 de jeu. Novak Djokovic, qui a longuement profité du public avant de quitter le court, a assuré que c'était peut-être son dernier match ici à Paris. Écoutez. C'était peut-être le dernier match que j'ai joué ici. Je ne sais pas. C'est pourquoi j'étais un peu plus émotif, surtout à la fin. Mais si c'était le match d'adieu de Roland-Garros pour moi dans ma carrière, c'en était un merveilleux en termes d'ambiance et de ce que j'ai reçu de la foule. Et sachez que la finale opposera donc le numéro 1 mondial, l'Italien Yannick Sinner, au numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz. Il s'est qualifié un peu plus tôt dans la journée. Et la finale dames, c'est ce soir. Aryna Sabalenka, numéro 1 mondial, face à la numéro 2, Coco Gauff. Ça vous a perturbé, ce qu'il a dit Djokovic. Bah oui, parce son que dernier match à Roland-Garros, là, vous n'avez pas aimé, Mathieu? Non, j'ai pas aimé, parce que c'est la fin d'une ère. Il n'y aura plus Nadal, il n'y a plus Federer et il n'y a plus Djokovic. Il y a Coco Gauff. Mais il y a Coco Gauff ou Aryna Sabalenka. Voilà, il y en aura d'autres, Mathieu. C'est comme ça aussi. Il y aura Carlos Alcaraz, il va prendre la relève, je crois. Bon, vous l'avez compris, ça a déprimé Mathieu Carman, en tout cas, cette information. On va continuer à parler de sport ce matin. On va s'arrêter sur un parcours atypique, celui de Margot Boulet. Elle est championne de natation cavalière. Elle a été membre du GIGN, mais elle a vu sa vie basculer après un grave accident de parachute. Elle s'oriente alors vers le para-aviron. Aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, elle remporte une médaille de bronze. En 2024, elle est à nouveau sélectionnée, décroche une médaille de bronze là aussi. Depuis, elle est de toutes les finales, de tous les podiums. En parallèle, vous allez le voir, elle fait partie de l'armée des champions. Marianne Kotonov et Marine Truchot l'ont rencontrée pour LCI. Le sport, pour Margot Boulet, c'est comme son oxygène essentiel. Elle en fait depuis l'enfance et décroche à 17 ans le titre de championne de France de natation. J'ai toujours aimé faire la course, me tester moi-même et surtout tester aussi par rapport aux autres. Et c'est pour ça que le sport a toujours été très très important pour moi. Les bassins, mais aussi les paddocks. Cavalière, elle intègre rapidement la garde républicaine où elle enchaîne les missions. Mais Margot rêve plus grand. Mais ça ne me suffisait pas. Ça me suffisait pas. Je voulais, en entrant en gendarmerie, la sportive en moi avait envie de savoir un peu ce qu'elle valait. C'est au GIGN qu'elle rêve, cette unité d'élite si difficile à intégrer. Elle réussit les tests d'entrée, mais lors du stage de parachutisme, tout ne se passe pas comme prévu. Je subis un déventement à l'atterrissage et je me suis fracturé la première lombaire.
Et la cheville aussi, la cheville gauche en pas mal de morceaux. Au final, 3 vertèbres soudées et une prothèse de cheville. Pour Margot, le rêve vire au cauchemar. Une opération, de la rééducation et tout un chemin à parcourir. Et surtout, faire le deuil de sa vie passée. C'est pas que j'étais dans le déni de mon handicap, mais un petit peu, puisqu'en fait je pensais et j'espérais que j'allais retrouver toutes mes capacités et donc pouvoir réintégrer le GIGN. Pour y parvenir, elle peut compter sur sa famille, mais aussi sur l'aide d'un ami inattendu. J'ai pu remonter à cheval quasiment avant de pouvoir remarcher sans aide, sans assistance, et ça m'a apporté beaucoup de sensations de liberté, ce qui m'a fait beaucoup de bien. Peu à peu, elle se reconstruit, retrouve confiance en ses capacités physiques. Son père, qui pratique l'aviron, lui fait alors découvrir cette discipline. Elle ne faisait pas d'aviron et je dirais même qu'elle ne voulait pas faire le sport de papa. Depuis, l'eau a coulé sous les rames de Margot. Comme toutes les grandes championnes, elle a surmonté tous les obstacles pour arriver au sommet. Et restez avec nous, toujours sur la 15, bien sûr, ne zappez pas parce que dans un instant, la matinale vous répond, l'heure de répondre aux questions que vous nous posez, et notamment celle-ci. Y a-t-il un âge limite pour passer le bac, Jordan? On va en parler. Eh oui, parce que, alors bon, moi ça y est, je l'ai déjà le bac, mais pour Mathieu Carman, c'est peut-être intéressant. En tout cas, cette information, cette question nous provient sûrement après l'annonce hier du ministère de l'Éducation nationale. Un record est battu. La plus jeune candidate de l'histoire s'est inscrite pour les épreuves. Elle n'a que 8 ans. Oui, alors prenez-en tous de la graine. Allez, vous avez eu le bac? À tout de suite. Oui, j'ai eu le bac. Sans mention.